Chapitre 7, où le roman justifie son titre. On marchait d'abord aussi vite que le permettaient les forces du vieux cheval restauré par une bonne nuit d'étable, et l'état de la route couverte de la neige tombait la veille. Les paysans, malmenés par Sigognac et le tyran, pouvaient revenir à la charge en plus grand nombre, et il s'agissait de mettre en soi et le village un espace suffisant pour rendre la poursuite inutile. 2 bonnes lieues furent parcourues en silence, car la triste fin de Matamor ajoutait de funèbres pensées à la mélancolie de la situation. Chacun songeait qu'un beau jour, il pourrait ainsi être enterré sur le bord du chemin, parmi les charognes, et abandonné aux profanations fanatiques. Ce chariot poursuivant son voyage symbolisait la vie, qui avance toujours sans s'inquiéter de ceux qui ne peuvent suivre, et reste mourant ou mort dans les fossés. Seulement, le symbole rendait plus visible le sens caché, et Blasius, à qui la langue démangeait, se mit à moraliser sur ce thème avec force citations, apophthegmes et maximes que ses rôles de pédant lui suppéditaient en la mémoire. Le tyran l'écoutait sans sonner mot, et d'un air refrogné. Ses préoccupations suivaient un autre cours, si bien que Blasius, remarquant la mine distraite du camarade, lui demanda à quoi il songeait. « Je songe, répondit le tyran, à Milo Crotoniate, qui tua un bœuf d'un coup de poing et le mangea dans une seule journée. Cet exploit me plaît, et je me sens capable de le renouveler. Par malheur, il manque le bœuf, fit Scapin, en s'introduisant dans la conversation. Oui, répliqua le tyran, je n'ai que le poing et l'estomac. Oh, bienheureuses les autruches qui se sustentent de cailloux, tessons, boutons de guêtre, manches de couteau, boucles de ceinture et telles autres victuailles indigestes pour les humains. En ce moment, j'avalerai tous les accessoires du théâtre. Il me semble qu'en creusant la fosse de ce pauvre Matamor, j'en ai creusé une en moi-même tant large, longue et profonde, que rien ne la saurait combler. Les anciens étaient fort sages, qui faisaient suivre les funérailles de repas abondants, en viande, copieux en vin pour la plus grande gloire des morts et meilleure santé des vivants. J'aimerais en ce moment accomplir ce rite philosophique très idoine à sécher les pleurs. En d'autres termes, dit Blasius, tu voudrais manger. Polyphème, ogre, gargantua, Gouliath, tu me dégoûtes. Et toi, tu voudrais bien boire, répliqua le tyran. Sable, éponge, outre, entonnoir, barrique, siphon, sac à vin, tu excites ma pitié. Qu'une fusion à table des deux principes serait douce et profitable, dit Scapin d'un air conciliateur. Voici sur le bord de la route un petit bois taillis merveilleusement propre à une halte. On y pourrait détourner le chariot, et s'il y reste encore quelques provisions de bouche, déjeuner tant bien que mal abrité de la bise derrière ce paravent naturel. Cet arrêt donnera au cheval le temps de se reposer, et nous permettra de confabuler, tout en grignotant nos bribes, sur les résolutions à prendre pour l'avenir de la troupe, qui me paraît diablement chargée de nuages. Tu parles d'or, ami Scapin, dit le pédant. Et nous allons exhumer des entrailles du bissac, hélas. Plus plat et dégonflé que la bourse d'un produit, quelques reliefs, restes des splendeurs d'autrefois. Murailles de pâté, os de jambon, pelures de saucisses et croûtes de pain. Il y a encore dans le coffre 2 ou 3 flacons de vin, les derniers d'une vaillante troupe. Avec cela, on peut non pas satisfaire, mais bien tromper sa faim et sa soif. Quel dommage que la terre de ce canton inhospitalier ne soit pas comme cette glaise dont certains sauvages d'Amérique se laissent le jabot lorsque la chasse et la pêche ont été malheureuses. On détourna la voiture, on la remisa dans le fourré, et le cheval dételé se mit à chercher sous la neige de rares brins d'herbe qu'il arrachait avec ses longues dents jaunes. Un tapis fut étendu sur une place découverte. Les comédiens s'assirent autour de cette nappe improvisée à la mode turque, et Blasius y disposa symétriquement les rogatons tirés de la voiture, comme s'il se fût agi d'un festin sérieux. « Oh, la belle ordonnance !» fit le tyran, réjoui de cet aspect. Un majordome de prince n'eût pas mieux disposé les choses. Blasius, bien que tu sois un merveilleux pédant, ta véritable vocation était celle d'officier de bouche. « J'ai bien eu cette ambition, mais la fortune adverse l'a contrariée, » répondit le pédant d'un air modeste. « Surtout, mes petits bedons, n'allez pas vous jeter gloutonnement sur les mets. Mastiquez avec lenteur et componction. D'ailleurs, je vais vous tailler les parts, comme cela se pratique sur les radeaux dans les naufrages. À toi, tyran, cet os jambonique auquel pend encore un lambeau de chair. De tes fortes dents tu le briseras et en extrairas philosophiquement la moelle. À vous, mesdames, ce fond de pâté, enduit de farce en ses encoignures, est bastionné intérieurement d'une couche de lard fort substantielle. C'est un mets délicat, savoureux, et nutritif à n'en pas vouloir d'autre. À vous, baron de Sigognac, ce bout de saucisson.
Prenez garde seulement d'avaler la ficelle qui en noue la peau, comme cordon de bourse. Il faut la mettre à part pour le souper, car le dîner est un repas indigeste, abusif et superflu que nous supprimerons. Léandre, Scapin et moi, nous nous contenterons avec ce vénérable morceau de fromage, sourcilleux et barbu comme un ermite en sa caverne. Quant au pain, ceux qui le trouveront trop dur auront la faculté de le tremper dans l'eau et d'en retirer les bûchettes pour se tailler les cure-dents. Pour le vin, chacun a droit à un gobelet, et comme sommelier je vous prie de faire rubis sur l'ongle, afin qu'il n'y ait déperdition de liquide. Sigognac était accoutumé de longue main à cette frugalité plus qu'espagnole, et il avait fait dans son château de la misère plus d'un repas dont les souris eussent été embarrassées de grignoter les miettes, car il était lui-même la souris. Cependant, il ne pouvait s'empêcher d'admirer la bonne humeur et verve comique du pédant, qui trouvait à rire là où d'autres eussent gémi comme veaux et pleuré comme vaches. Ce qui l'inquiétait, c'était Isabelle. Une pâleur marbrée couvrait ses joues, et, dans l'intervalle des morceaux, ses dents claquaient en manière de castagnettes, avec un mouvement fiévreux qu'elle cherchait en vain à réprimer. Ses minces vêtements la défendaient mal contre l'âpre froidure. Et Sigognac, assis près d'elle, lui jeta, bien qu'elle s'en défendît, la moitié de sa cape sur les épaules, l'attirant près de son corps pour la refauciller et lui communiquer un peu de chaleur vitale. Près de ce foyer d'amour, Isabelle se réchauffa, et une faible rougeur reparut sur son visage pudique. Pendant que les comédiens mangeaient, un bruit assez singulier s'était fait entendre, auquel d'abord ils n'avaient prêté nulle attention, le prenant pour un effet du vent qui sifflait à travers les branches dépouillées du taillis. Bientôt le bruit devint plus distant. C'était une espèce de râle enroué et strident, à la fois bête et colère, dont il eût été difficile d'expliquer la nature. Les femmes manifestèrent quelque frayeur. « Si c'était un serpent !» s'écria Séraphine. « J'en mourrais, tant ces affreuses bêtes m'inspirent d'aversion. » « Par cette température, dit Léandre, les serpents sont engourdis et dorment plus roides que bâtons au fond de leur repère. Léandre a raison, fit le pédant. Ce doit être autre chose, quelque bestiole bocagère que notre présence effraie ou dérange. N'en perdons pas un coup de dent. À ce sifflement, Scapin avait dressé son oreille de renard, qui pour être rouge de froid n'en était pas moins fine, et il regardait avec un œil émerillonné du côté d'où venait le son. Des brins d'herbe bruissaient en se déplaçant comme sur le passage de quelque animal. Scapin fit signe de la main au comédien de rester immobile, et bientôt du fourré déboucha un magnifique jarre, le col tendu, la tête haute, et se dandinant avec une stupidité majestueuse sur ses larges pattes palmées. Deux oies, ses épouses, le suivaient confiantes et naïves. « Voici un rot qui s'offre de lui-même à la broche, dit Scapin à mi-voix, et que le ciel touché de nos affres faméliques nous envoie fort à propos. » Le rusé drôle se leva et s'écarta de la troupe, décrivant un demi-cercle si légèrement que la neige ne fit pas entendre un seul craquement sous ses pieds. L'attention du jarre était fixée par le groupe des comédiens qu'il regardait avec une défiance mêlée de curiosité, et dont, dans son obscur cerveau d'oison, il ne s'expliquait pas la présence en ce lieu, ordinairement désert. Le voyant si occupé en cette contemplation, l'histrion, qui semblait avoir l'habitude de ces maraudes, s'approcha du jarre par derrière et le coiffa de sa cape d'un mouvement si juste, si dextre et si rapide que son action dura moins de temps qu'il n'en faut pour la décrire. La bête encapuchonnée, il s'élança sur elle, la saisit par le col sous la cape que les palpitations d'ailes du pauvre animal qui suffoquait eurent vitement fait envoler. Scapin, en cette pose, ressemblait à ce groupe antique tant admiré qu'on appelle l'enfant à loi. Bientôt le jarre étranglé cessa de se débattre. Sa tête retomba flasquement sur le poing crispé de Scapin. Ses ailes ne donnèrent plus de saccades. Ses pattes bottées de maroquin orange s'allongèrent avec une trépidation suprême. Il était mort. Les oies, ses veuves, redoutant un sort pareil, poussèrent en manière d'oraison funèbre un gloussement lamentable et rentrèrent dans le bois. « Bravo, Scapin, voilà un tour bien joué !» exclama le tyran, « et qui vaut tous ceux que tu pratiques au théâtre. Les oies sont plus difficiles à surprendre que les gérontes et les truffaldins, étant de leur nature fort vigilantes et sur leur garde, comme il appert de l'histoire où l'on voit que les oies du Capitole sentirent l'approche nocturne des Gaulois et par ainsi sauvèrent Rome. Ce maître oison nous sauve d'une autre manière, il est vrai, mais qui n'en est pas moins providentielle. L'oison fut saignée et plumée par la vieille Léonarde. Pendant qu'elle arrachait de son mieux le duvet, Blasius, le tyran et Léandre, éparpillés dans le taillis, ramassaient du bois mort, en secouaient la neige et le disposaient en tas sur une place sèche. Scapin taillait de son couteau une baguette qu'il dépouillait d'écorce et qui devait servir de broche. Deux branches fourchues coupées au-dessus du nœud
furent plantés en terre en guise de supports et de landiers. Grâce à une poignée de paille prise au chariot sur laquelle on battit le fusil, le feu s'alluma vite et brilla bientôt joyeusement, colorant de ses flammes l'oison embroché et ranimant par sa chaleur vivifiante la troupe assise en cercle autour du foyer. Scapin, d'un air modeste, et comme il convient aux héros de la situation, se tenait à sa place, l'œil baissé, la mine confite, retournant de temps à autre l'oison qui, à l'ardeur des braises, prenait une belle couleur dorée, très appétissante à voir, et répandait une odeur d'une succulence à faire tomber en extase ce Catalagiron qui, de Paris, la grande ville, n'admirait rien tant que les rôtisseries de la rue aux Ouest. Le tyran s'était levé et marchait à grands pas pour se distraire, disait-il, de la tentation de se jeter sur le rôt à moitié cuit et de l'avaler avec la broche. Blasius était allé au chariot retirer d'un coffre un grand plat d'étain qui servait au festin de théâtre. L'ouaille fut solennellement déposée, répandant autour d'elle, sous le couteau, un jus sanguinolent du plus délicieux fumé. Le volatile fut dépecé en parts égales, et le déjeuner recommença sur de nouveaux frais. Cette fois, ce n'était plus une nourriture chimérique et fallacieuse. Personne, la faim faisant taire la conscience, n'eut de scrupules sur la manière dont Scapin avait agi. Le pédant, qui était un homme ponctuel en cuisine, s'excusa de n'avoir pas de bigarades à mettre coupées en tranches sous l'oison, ce qui est un condiment obligatoire et régulier, mais on lui pardonna de grand cœur ce solécisme culinaire. « Maintenant que nous voilà rassasiés, dit le tyran en s'essuyant la barbe de la main, il serait à propos de ratiociner quelque peu sur ce que nous allons faire. Il me reste à peine 3 ou 4 pistoles au fond de mon escarcelle, et mon emploi de trésorier est bien près de devenir une sinécure. Notre troupe a perdu 2 sujets précieux, Zerbine et le Matamor, et d'ailleurs, nous ne pouvons donner la comédie en plein champ pour l'agrément des corbeaux, des corneilles et des pies. Ils ne paieraient pas leur place, ne possédant pas d'argent, à l'exception peut-être des pies, qui, dit-on, volent les monnaies, bijoux, cuillères et timbales. Mais il ne serait pas sage de compter sur une telle recette. Avec le cheval de l'Apocalypse qui agonise entre les brancards de notre charrette, il est impossible d'arriver à Poitiers avant 2 jours. Ceci est fort tragique, car d'ici là, nous courons risque de crever de faim ou de froid au rebord de quelque fossé. Les oies ne sortent pas tous les jours des buissons tout rôtis. « Tu exposes fort bien le mal, fit le pédant, mais tu n'en dis pas le remède. »« M'est avis, répondit le tyran, de nous arrêter au premier village que nous rencontrerons. Les travaux des champs sont terminés. C'est le temps des longues veillées nocturnes. On nous prêtera bien quelque grange ou quelque étable. Scapin battra la caisse devant la porte, promettant un spectacle extraordinaire et mirifique aux pathos ébahis avec cette facilité de payer leur place en nature. Un poulet, un quartier de jambon ou de viande, un broc de vin donneront droit aux premières banquettes. On acceptera pour les secondes un couple de pigeons, une douzaine d'œufs, une botte de légumes, un pain de ménage ou toute autre victuaille analogue. Les paysans, avaricieux d'argent, ne le sont pas de provisions qu'ils ont en leur huche et qui ne leur coûtent rien, suppédités par la bonne mère nature. Cela ne nous remplira pas la bourse, mais bien le ventre, chose importante car de Gaster dépend toute l'économie et santé du corps, comme le faisait sagement remarquer Ménénius. Ensuite, il ne nous sera pas difficile de gagner Poitiers, où je sais un aubergiste qui nous fera crédit. « Mais quelle pièce jouerons-nous » dit Scapin, au cas où le village se rencontrerait à propos. Notre répertoire est fort détraqué. Les tragédies et tragicomédies seraient du pur hébreu pour ces rustiques, ignorants de l'histoire et de la fable, et n'entendant pas même le beau langage français. Il faudrait quelques bonnes farces réjouissantes, saupoudrées non de sel attique mais de sel gris, avec force bastonnade, coups de pied au cul, chute ridicule et scurrilité bouffonnesque à l'italienne. Les rodomontades du capitaine Matamor eussent merveilleusement convenu. Par malheur, Matamor a vécu, et ce n'est plus qu'au vert qu'il débitera ses tirades. Lorsque Scapin eut dit, Sigognac fit signe de la main qu'il voulait parler. Une légère rougeur, dernière bouffée envoyée du cœur aux joues par l'orgueil nobiliaire, colorait son visage pâle ordinairement, même sous l'âpre morsure de la bise. Les comédiens restèrent silencieux et dans l'attente. Si je n'ai pas le talent de ce pauvre Matamor, j'en ai presque la maigreur. Je prendrai son emploi et le remplacerai de mon mieux. Je suis votre camarade, et veux l'être tout à fait. Aussi bien j'ai honte d'avoir profité de votre bonne fortune et de vous être inutile en adversité. D'ailleurs, qui se soucie des Sigognacs au monde? Mon manoir croule en ruine sur la tombe de mes aïeux. L'oubli recouvre mon nom jadis glorieux, et le lierre efface mon blason sur mon porche désert.
Peut-être un jour les 3 cigognes secoueront-elles joyeusement leurs ailes argentées, et la vie reviendra-t-elle avec le bonheur à cette triste masure où se consumait ma jeunesse sans espoir. En attendant, vous qui m'avez tendu la main pour sortir de ce caveau, acceptez-moi franchement pour l'un des vôtres. Je ne m'appelle plus Cigognac. Isabelle posa sa main sur le bras du baron, comme pour l'interrompre. Mais Cigognac ne prit pas garde à l'air suppliant de la jeune fille, et il continua. Je plie mon titre de baron, et le mets au fond de mon porte-manteau, comme un vêtement qui n'est plus de mise. Ne me le donnez plus. Nous verrons si, déguisé de la sorte, je serai reconnu par le malheur. Donc je succède à Matamor, et prends pour nous de guerre le capitaine Fracasse. Vive le capitaine Fracasse! S'écria toute la troupe en signe d'acceptation. Que les applaudissements le suivent partout. Cette résolution, qui d'abord étonna les comédiens, n'était pas si subite qu'elle en avait l'air. Cigognac la méditait depuis longtemps déjà. Il rougissait d'être le parasite de ces honnêtes baladins qui partageaient si généreusement avec lui leurs propres ressources, sans lui faire jamais sentir qu'il fût importun, et il jugeait moins indigne d'un gentilhomme de monter sur les planches pour gagner bravement sa part que de l'accepter en paresseux, comme aumône ou sportule. La pensée de retourner à Cigognac s'était bien présentée à lui, mais il l'avait repoussée comme lâche et vergogneuse. Ce n'est pas au temps de la déroute que le soldat doit se retirer. D'ailleurs, eût-il pu s'en aller, son amour pour Isabelle l'eût retenu, et puis, quoiqu'il n'eût point l'esprit facile aux chimères, il entrevoyait dans de vagues perspectives toutes sortes d'aventures surprenantes, de revirements et de coups de fortune, auxquels il eût fallu renoncer en se confinant de nouveau dans sa gentilhommière. Les choses ainsi réglées, on attela le cheval au chariot et l'on se remit en route. Ce bon repas avait ranimé la troupe, et tous, à l'exception de la duègne et de Séraphine, qui ne marchaient pas volontiers, suivaient la voiture à pied, soulageant d'autant la pauvre rosse. Isabelle s'appuyait sur le bras de Cigognac, vers qui, furtivement, elle tournait parfois ses yeux attendris, ne doutant pas que ce ne fût pour l'amour d'elle qu'il eût pris cette décision de se faire comédien, chose si contraire à l'orgueil d'une personne bien née. Elle eût voulu lui en faire reproche, mais elle ne se sentit pas la force de le gronder de cette preuve de dévouement qu'elle l'aurait empêché de donner si elle eût pu la prévoir, car elle était de ces femmes qui s'oublient en aimant et ne voient que l'intérêt de l'aimer. Au bout de quelque temps, se trouvant un peu lasse, elle remonta dans le chariot et se pelotonna sous une couverture à côté de la duègne. De chaque côté du chemin, la campagne blanche de neige s'étendait déserte à perte de vue. Aucune apparence de bourg, village ou hameau. « Voilà notre représentation bien aventurée, » dit le pédant, après avoir promené ses regards autour de l'horizon. « Les spectateurs n'ont pas l'air d'affluer beaucoup, et la recette de petits salés, de volailles et de bottes d'oignons, dont le tyran allumait notre appétit, me paraît fort compromise. Je ne vois pas fumer une cheminée. Aussi loin que ma vue porte, pas un traître clocher qui montre son coq. »« Un peu de patience, Blasius, » répondit le tyran. « Les habitations pressées vacillèrent, et il est salubre d'espacer les villages. À ce compte, les gens de ce pays n'ont pas à craindre les épidémies, peste noire, caxangue, trousse galant, fièvre maligne et confluente, qui, au dire des médecins, proviennent de l'entassement du populaire en même lieu. J'ai bien peur, si cela continue, que notre capitaine Fracasse ne débute pas de sitôt. » Pendant ces propos, le jour baissait rapidement, et sous un épais rideau de nuages plombés, on distinguait à peine une faible lueur rougeâtre, indiquant la place où le soleil se couchait, ennuyé d'éclairer ce paysage livide et maussade, ponctué de corbeaux. Un vent glacial aurait durci et miroité la neige. Le pauvre vieux cheval n'avançait qu'avec une peine extrême. À la moindre pente, ses sabots glissaient, et il avait beau roidir comme des piquets, ses jambes couronnées s'affaissaient sur sa croupe maigre, le poids de la voiture le poussait en avant, bien que Scapin marchant près de lui le soutint de la bride. Malgré le froid, la sueur ruisselait sur ses membres débiles et ses côtes décharnées, battues en écume blanche par le frottement des harnais. Ses poumons haletaient comme des soufflets de forge. Des effarements mystérieux dilataient ses yeux bleuâtres, qui semblaient voir des fantômes, et parfois il essayait de se détourner comme arrêté par un obstacle invisible. Sa carcasse vacillante et comme prise d'ivresse donnait tantôt contre un brancard, tantôt contre l'autre. Il y levait la tête découvrant ses gencives, puis il la baissait, comme s'il eût voulu mordre la neige. Son heure était arrivée. Il agonisait debout en brave cheval qu'il avait été. Enfin il s'abattit, et lançant une faible ruade défensive à l'adresse de la mort, il s'allongea sur le flanc pour ne plus se relever. Effrayés par cette secousse subite qui faillit les précipiter à terre, les femmes se mirent à pousser des cris de détresse. Les comédiens accoururent à leur aide et les eurent bientôt dégagés. Léonard et Séraphine n'avaient aucune blessure,
mais la violence du choc et la frayeur avaient fait s'évanouir Isabelle, que Sigognac enleva inerte et pâmée entre ses bras, tandis que Scapin, se baissant, tâtait les oreilles du cheval aplati sur le sol comme une découpure de papier. « Il est bien mort, dit Scapin en se relevant d'un air découragé. L'oreille est froide, et le pouls de la veine auriculaire ne bat plus. Nous allons donc être obligés, s'écria piteusement Léandre, de nous atteler à des cordages comme bêtes de somme ou mariniers qui halent une barque et de tirer nous-mêmes notre chariot. Oh, la maudite fantaisie que j'eus de me faire comédien. C'est bien le temps de geindre et de se lamenter, beugla le tyran, ennuyé de ces jérémiades intempestives. Avisons plus virilement et en gens que la fortune ne saurait étonner à ce qu'il faut faire. Et d'abord, regardons si cette bonne Isabelle est grièvement navrée. Mais non, la voici qui rouvre l'œil et reprend ses esprits, grâce aux soins de Sigognac et de dame Léonarde. Donc, il faut que la troupe se divise en deux bandes. L'une restera près du chariot avec les femmes, l'autre se répandra par la campagne en quête de secours. Nous ne sommes pas des Russiens accoutumés aux frimas scythiques pour hiverner ici jusqu'à demain matin, le derrière dans la neige. Les fourrures nous manquent pour cela, et l'aurore nous trouverait tous perclus, gelés et blancs de givre, comme fruits confits de sucre. Allons, capitaine Fracasse, Léandre et toi Scapin, qui êtes les plus légers, et avez les pieds rapides, comme Achille Péliade. Haut la patte, courez en chat maigre et ramenez-nous vivement du renfort. Blasius et moi, nous ferons sentinelle à côté du bagage. Les trois hommes désignés se disposaient à partir, quoique n'augurant pas grand succès de leur expédition, car la nuit était noire comme la bouche d'un four, et la seule réverbération de la neige permettait de se guider. Mais l'ombre, si elle éteint les objets, fait ressortir les lumières, et une petite étoile rougeâtre se mit à scintiller au pied d'un coteau, à une assez grande distance de la route. « Voilà, dit le pédant, l'astre sauveur, l'étoile terrestre aussi agréable aux voyageurs perdus que l'étoile polaire au nautonnier. In periculo maris. Cette étoile au rayon béni est une chandelle ou une lampe placée derrière une vitre, ce qui suppose une chambre bien close et bien chaude, faisant partie d'une maison habitée par des êtres humains et civilisée plutôt que par des lestrigeons sauvages. Sans doute il y a en la cheminée un feu flambant clair, et sur ce feu une marmite où cuit une grasse soupe. Ô plaisante imagination dont ma fantaisie se pourlèche les babines, et que j'arrose en idée avec 2 ou 3 bouteilles tirées de derrière les fagots et drapées à l'antique de toile d'araignée. Tu radotes, mon vieux Blasius, fit le tyran, et le froid congelant ta pupille cérébrale sous ton crâne chauve te fait danser des mirages devant les yeux. Cependant, il y a cela de vrai dans ton délire, que cette lumière suppose une maison habitée. Ceci change notre plan de campagne. Nous allons nous diriger tous vers ce phare de salut. Il n'est guère probable qu'il passe des voleurs cette nuit sur cette route déserte pour dérober notre forêt, notre place publique et notre salon. Prenons chacun nos hardes. Le paquet n'est pas bien lourd. Nous reviendrons demain chercher le chariot. Aussi bien, je commence à transir et à ne plus sentir le bout de mon nez. Les comédiens se mirent en marche. Isabelle appuyée au bras de Sigognac, Léandre soutenant Séraphine, Scapin traînant la duègne, Blasius et le tyran formant l'avant-garde. Ils coupèrent à travers champs, droit à la lumière, empêchés quelquefois par des buissons ou fossés, et s'enfonçant dans la neige jusqu'au jarret. Enfin, après plus d'une chute, la troupe parvint à une sorte de grand bâtiment, entouré de longs murs, avec porte charretière qui avait l'apparence d'une ferme, autant qu'on pouvait en juger à travers l'ombre. Dans le mur noir, la lampe découpait un carré lumineux et faisait voir les vitres d'une petite fenêtre, dont le volet n'était pas encore fermé. Ayant senti l'approche d'étrangers, les chiens de garde se mirent à s'agiter et à donner de la voix. On les entendait, au milieu du silence nocturne, courir, sauter et se tracasser derrière la muraille. Des pas et des voix d'hommes se mêlèrent à leur clabauderie. Bientôt, toute la ferme fut en éveil. « Restez là, vous autres, à quelque distance, » fit le pédant. « Notre nombre effrayerait peut-être ces bonnes gens qui nous prendraient pour une bande de malandrins voulant envahir leur pénate rustique. Comme je suis vieux et de mine paterne et débonnaire, je vais seul heurter à lui et entamer les négociations. On n'aura point peur de moi. » Le conseil était sage et fut suivi. Blasius, avec le doigt index recroquevillé, frappa contre la porte qui s'entrebâilla, puis s'ouvrit toute grande. Alors, de la place où ils étaient plantés, les pieds dans la neige, les comédiens virent un spectacle assez inexplicable et surprenant. Le pédant et le fermier, qui haussait sa lampe pour éclairer au visage l'homme qui le dérangeait ainsi, se mirent, après quelques mots échangés que les acteurs ne pouvaient entendre, à gesticuler d'une manière bizarre et à se ruer en accolade, comme cela se pratique au théâtre pour les reconnaissances.
Encouragé par cette réception à laquelle il ne comprenait rien, mais que d'après sa pantomime chaleureuse, il jugeait favorable et cordiale, les comédiens s'étaient rapprochés timidement, prenant une contenance piteuse et modeste, comme il convient à des voyageurs en détresse qui implorent l'hospitalité. « Holà, vous autres !» s'écria le pédant d'une voix joyeuse. « Arrivez sans crainte. Nous sommes chez un enfant de la balle, un mignon de Thespis, un favori de Thalie, muse comique, en un mot chez le célèbre Bélombre, naguère tant applaudi de la cour et de la ville, sans compter la province. Vous connaissez toute sa gloire insigne. Bénissez le hasard qui nous adresse jusqu'à la retraite philosophique, où ce héros du théâtre se repose sur ses lauriers. « Entrez, mesdames et messieurs, dit Bélombre, en s'avançant vers les comédiens avec une courtoisie pleine de grâce, et sentant un homme qui n'a pas oublié les belles manières sous ses habits à la paysanne. Le vent froid de la nuit pourrait enrouer vos précieux organes, et quelque modeste que soit ma demeure, vous y serez toujours mieux qu'en plein air. » Comme on le pense bien, les compagnons de Blasius ne se firent pas prier, et ils entrèrent dans la ferme fort charmés de l'aventure, qui, du reste, n'avait d'extraordinaire que l'à propos de la rencontre. Blasius avait fait partie d'une troupe où se trouvait Belombre, et comme leurs emplois ne les mettaient pas en rivalité, ils s'appréciaient et étaient devenus fort amis, grâce à un goût commun pour la dive bouteille. Belombre, qu'une vie fort agitée avait jeté dans le théâtre, s'en était retiré, ayant hérité à la mort de son père de cette ferme et de ses dépendances. Les rôles qu'il jouait, exigeants de la jeunesse, il n'avait pas été fâché de disparaître avant que les rides vinssent écrire son congé sur son front. On le croyait mort, depuis longtemps, et les vieux amateurs décourageaient les jeunes comédiens avec son souvenir. La salle où pénétrèrent les acteurs était assez vaste, et, comme dans la plupart des fermes, servait à la fois de chambre à coucher et de cuisine. Une cheminée à large hotte, dont une pente de serge verte jaunie festonnait le manteau, occupait une des parois. Un arc de briques s'arrondissant dans la muraille bistrée et vernissée indiquait la gueule du four fermé en ce moment d'une plaque de tôle. Sur d'énormes chenets de fer dont les demi-boules creuses pouvaient contenir des écuelles, brûlaient avec une crépitation réjouissante 4 ou 5 énormes bûches, ou plutôt troncs d'arbres. La lueur de ce beau feu éclairait la chambre d'une réverbération si vive que la lumière de la lampe eût été inutile. Les reflets du brasier allaient chercher dans l'ombre un lit de forme gothique paisiblement endormi derrière ses rideaux, glissaient en filets brillants sur les poutres rembrunies du plafond, faisaient projeter au pied de la table placée au milieu de la chambre de longues ombres d'un dessin bizarre, et allumaient de brusques paillettes aux saillies des vaisselles et des ustensiles rangés sur le dressoir ou accrochés aux murailles. Dans le coin près de la fenêtre, 2 ou 3 volumes jetés sur un guéridon de bois sculpté montraient que le maître du logis n'était pas devenu tout à fait paysan et qu'il occupait à des lectures, souvenir de son ancienne profession, les loisirs des longues soirées d'hiver. Réchauffée par cette tiède atmosphère et cet accueil hospitalier, toute la troupe éprouvait un profond sentiment de bien-être. Les roses couleurs de la vie reparaissaient sur les visages pâles et les lèvres gercées de froid. La gaieté illuminait les yeux naguère atones et l'espoir relevait la tête. Ce dieu louche, boiteux et taquin, qu'on appelle le guignon, se lassait enfin de persécuter la compagnie errante, et, apaisé sans doute par le trépas de Matamor, il voulait bien se contenter de cette maigre proie. Belombre avait appelé ses valets, qui couvrirent la nappe d'assiettes et de pots à large panse, à la grande jubilation de Blasius altéré de naissance, dont la soif était toujours éveillée, même aux heures nocturnes. « Tu vois, dit-il au tyran, combien mes prévisions à propos de la petite lumière rouge étaient logicalement déduites. Ce n'était point mirage ni fantôme. Une grasse fumée s'élève en tourbillonnant du potage abondamment garni de choux, navets et autres légumes. Le vin rouge éclair, tiré de frais, pétille dans les brocs couronnés de mousse rose. Le feu flambe d'autant plus vif qu'il fait froid dehors, et, de plus, nous avons pour hôte le grand, l'illustre, le jamais assez loué Belombre, fleur et crème des comédiens passés, présents et futurs, soit dit sans vouloir abaisser le talent de personne. Notre bonheur serait parfait si le pauvre Matamor était là, soupira Isabelle. Que lui est-il donc survenu de fâcheux dit Belombre, qui connaissait Matamor de réputation. Le tyran lui raconta l'aventure tragique du capitaine, resté dans la neige. Sans la rencontre heureuse que nous avons faite d'un ancien et brave camarade, il nous en pendait autant cette nuit au bout du nez, dit Blasius. On nous eût trouvés gelés comme matelots dans les ténèbres et frimas cimériens. C'eût été dommage, reprit galamment Belombreuse, en lançant une gade à Isabelle et à Séraphine.
Mais ces jeunes déesses eussent sans nul doute fait fondre la neige et dégeler la nature au feu de leurs prunelles. Vous attribuez trop de pouvoir à nos yeux, répondit Séraphine. Ils eussent été incapables même d'échauffer un cœur en cette obscurité lugubre et glaciale. Les larmes du froid y eussent éteint les flammes de l'amour. Tout en soupant, Blasius informa Belombre de l'état où se trouvait la troupe. Il n'en parut nullement surpris. La fortune théâtrale est encore plus femme et plus capricieuse que la fortune mondaine, répondit-il. Sa roue tourne si vite qu'à peine s'y peut-elle tenir debout quelques instants. Mais si elle en tombe souvent, elle y remonte d'un pied adroitement léger et retrouve bientôt son équilibre. Demain, avec des chevaux de labour, j'enverrai chercher votre chariot et nous dresserons un théâtre dans la grange. Il y a, non loin de la ferme, un assez gros bourg qui nous fournira de spectateurs assez. Si la représentation ne suffit pas, au fond de ma vieille bourse de cuir dorment quelques pistoles de meilleure aloi que les jetons de comédie. Et, par Apollon, je ne laisserai pas mon vieux Blasius et ses amis dans l'embarras. Je vois, dit le pédant, que tu es toujours le généreux Belombre et que tu ne t'es pas rouillé en ces occupations rurales et bucoliques. Non, répondit Belombre, tout en cultivant mes terres, je ne laisse pas mon cerveau en friche. Je relis les vieux auteurs au coin de cette cheminée, les pieds sur les chenets, et je feuillette les pièces des beaux esprits du jour que je puis me procurer du fond de cet exil. J'étudie par manière de passe-temps les rôles à ma convenance, et je m'aperçois que je n'étais qu'un grand fat au temps où l'on m'applaudissait sur les planches parce que j'avais la voix sonore, le port galant et la jambe belle. Alors je ne me doutais pas de mon art, et j'allais à travers tout, sans réflexion, comme une corneille qui abat des noix. La sottise du public fit mon succès. Le grand Belombre seul peut parler ainsi de lui-même, dit le tyran avec courtoisie. L'art est long, la vie est courte, continua l'ancien acteur, surtout pour le comédien obligé de traduire ses conceptions au moyen de sa personne. J'allais avoir du talent, mais je prenais du ventre, chose ridicule en mon emploi de beau ténébreux et d'amoureux tragique. Je ne voulus point attendre que 2 garçons de théâtre me vinssent lever sous les bras lorsque la situation me forcerait de me jeter à genoux devant la princesse pour lui déclarer ma flamme avec un hoquet asthmatique et des roulements d'yeux larmoyants. Je saisis l'occasion de cet héritage, et je me retirai dans ma gloire, ne voulant point imiter ces obstinations qui se font chasser des tréteaux à grand renfort de trognon de pommes, d'écorce d'orange et de dur. Tu fis sagement, Belombre, fit Blasius, bien que ta retraite ait été prématurée et que tu eusses pu rester 10 ans encore au théâtre. En effet, Belombre, quoique allé par l'air de la campagne, avait gardé fort grande mine. Ses yeux, accoutumés à exprimer les passions, s'animaient et se remplissaient de lumière au feu de l'entretien. Ses narines palpitaient larges et bien coupées. Ses lèvres, en s'entr'ouvrant, laissaient voir une denture dont une coquette se fût fait honneur. Son menton, frappé d'une fossette, se relevait avec fierté. Une chevelure abondante où brillaient quelques rares filets d'argent se jouait en boucles épaisses jusque sur ses épaules. C'était encore un fort bel homme. Blasius et le tyran continuèrent à boire en compagnie de Belombre. Les comédiennes se retirèrent en une chambre où les valets avaient fait un bon feu. Sigognac, Léandre et Scapin se couchèrent en un coin de l'étable sur quelques fourchets de paille fraîche, bien chaudement garantis du froid par l'haleine des bêtes et le poil des couvertures à chevaux. Pendant que les uns boivent et que les autres dorment, retournons vers la charrette abandonnée et voyons un peu ce qu'elle devient. Le cheval gisait toujours entre ses brancards. Seulement, ses jambes s'étaient roidies comme des piquets, et sa tête s'allongeait à plat sur le sol, parmi les mèches d'une crinière dont la sueur au vent froid de la nuit s'était figée en cristaux de glace. La salière, en chassant l'œil vitreux, s'approfondissait de plus en plus, et la joue maigre semblait déjà disséquée. L'aube commençait à poindre. Le soleil d'hiver montrait entre 2 longues bandes de nuages sa moitié de disque d'un blanc plombé, et versait sa lumière pâle sur la lividité du paysage, où se dessinaient en ligne d'un noir funèbre les squelettes des arbres. Dans la blancheur de la neige sautillaient quelques corbeaux qui, guidés par le flair, se rapprochaient prudemment de la bête morte, redoutant quelque danger, embûche ou piège, car la masse immobile et sombre du chariot les alarmait, et ils se disaient en leur langue croissante que cette machine pouvait bien cacher un chasseur à l'affût, un corbeau ne faisant mauvaise figure dans un pot-au-feu. Ils avançaient en sautant enfiévrés du désir, ils reculaient chassés en arrière par la crainte, exécutant une sorte de pavane bizarre. Un plus hardi se détacha de l'essaim, secoua 2 ou 3 fois ses lourdes ailes, quitta la terre, et vint s'abattre sur la tête du cheval. Il penchait déjà le bec pour piquer et vider les yeux du cadavre, lorsqu'il s'arrêta tout à coup, hérissa ses plumes, et parut écouter. Un palourd faisait craquer la neige au loin sur la route,
et ce bruit que l'oreille humaine n'eût peut-être pas saisi résonnait distinctement à l'ouïe fine du corbeau. Le péril n'était pas pressant, et l'oiseau noir ne quitta pas la place, mais il se tint aux aguets. Le pas se rapprochait, et bientôt la forme vague d'un homme portant quelque chose s'ébaucha dans la brume matinale. Le corbeau jugea prudent de se retirer, et il prit son vol en poussant un long croassement pour avertir ses compagnons du péril. Toute la bande s'envola vers les arbres voisins avec des cris rauques et stridents. L'homme était arrivé près de la voiture, et, surpris de rencontrer au milieu de la route un chariot sans maître attelé d'une bête qui, comme la jument de Roland, avait pour principal défaut d'être morte, il s'arrêta, jetant autour de lui un regard furtif et circonspect. Pour mieux examiner la chose, il déposa son fardeau à terre. Le fardeau se tint debout tout seul et se mit à marcher, car c'était une fillette d'une 12aine d'années environ, que la longue mante qui l'enveloppait des pieds à la tête pouvait, lorsqu'elle était ployée sur l'épaule de son compagnon, faire prendre pour une valise ou bissac de voyage. Des yeux noirs et fiévreux brillaient d'un feu sombre sous le pli de l'étoffe dont elle était coiffée, des yeux absolument pareils à ceux de Chiquita. Un fil de perles mettait quelques points lumineux dans l'ombre fauve de son col, et des chiffons tortillés en cordelettes, formant contraste avec cet essai de luxe, s'enroulaient autour de ses jambes nues. C'était, en effet, Chiquita elle-même, et le compagnon n'était autre qu'Agostin, le bandit au mannequin. Las d'exercer sa noble profession sur les chemins déserts, il se rendait à Paris où tous les talents trouvent leur emploi, marchant la nuit et se cachant le jour, comme font toutes les bêtes de meurtre et de rapine. La petite, harassée de fatigue et saisie du froid, n'avait pu, malgré tout son courage, aller plus loin, et Agostin, cherchant un abri quelconque, la portait comme Homérus ou Bélisère, leur guide, à cette différence près en la comparaison, qui n'était point aveugle et jouissait au contraire d'une vue de lynx, lequel, à ce que prétend Pline l'Ancien, voit les objets à travers les murs. « Que signifie ceci » dit Agostin à Chiquita. « Ordinairement, nous arrêtons les voitures, et c'est maintenant une voiture qui nous arrête. Prenons garde qu'elle ne soit pleine de voyageurs qui nous demandent la bourse ou la vie. »« Il n'y a personne, » répondit Chiquita, qui avait glissé sa tête sous la banne du chariot. « Peut-être y aurait-il quelque chose, » continua le bandit. « Nous allons procéder à la visite. » Et, fouillant dans les plis de sa ceinture, il en tira un briquet, une pierre et de l'amadou. S'étant procuré du feu, il alluma une lanterne sourde qu'il portait toujours avec lui pour ses explorations nocturnes, car le jour n'éclairait pas encore l'intérieur sombre de la voiture. Chiquita, à qui l'espoir du butin faisait oublier sa fatigue, s'introduisit dans le chariot, dirigeant le jet de lumière sur les paquets dont il était encombré, mais elle ne vit que de vieilles toiles peintes, que des accessoires en carton et quelques guenilles de nulle valeur. « Cherche bien, ma bonne Chiquita, » disait le brigand, tout en faisant le guet. « Fouille les poches et les musettes pendues aux ridelles. Il n'y a rien, absolument rien qui vaille la peine d'être emporté. Ah, si, voilà un sac qui bruit avec un son de métal. Donne-le vite, fit Agostin, et approche la lanterne que j'examine la trouvaille. Par les cornes et la queue de Lucifer! Nous jouons de malheur. J'avais espéré monnaie de bonne aloi, et ce ne sont que jetons de cuivre et de plomb doré. À tout le moins, tirons de notre rencontre ce profit de nous reposer un peu, abrités du vent de bise par le temps de lait du chariot. Tes pauvres chers pieds tout saignants ne peuvent plus te porter, tant le chemin est rude et le voyage long. Couché sous l'étoile, tu dormiras 1 heure ou 2. Pendant ce temps, je veillerai, et s'il survient quelque alerte, nous serons vitement prêts. Chiquita se blottit de son mieux au fond de la voiture, ramenant sur elle les vieux décors pour se procurer un peu de chaleur, et bientôt elle s'endormit. Agostin resta sur le devant, sa navaja ouverte près de lui et à portée de sa main, inspectant les alentours avec ce long retard du bandit auquel n'échappe aucun objet suspect. Le plus profond silence régnait dans la campagne solitaire. Sur la pente des coteaux lointains des touches de neige se détachaient et brillaient aux rayons blafards de l'aube comme des fantômes blancs ou des marbres dans un cimetière. Mais tout cela gardait l'immobilité la plus rassurante. Agostin, malgré sa volonté et sa constitution de fer, sentait le sommeil lui venir. Plusieurs fois déjà ses paupières s'étaient abaissées et il les avait relevées avec une résolution brusque. Les objets commençaient à se brouiller entre ses cils, et il perdait la notion des choses. Lorsqu'à travers une ébauche incohérente de rêve, il lui sembla qu'un souffle humide et tiède lui donnait au visage. Il se réveilla, et ses yeux, en s'ouvrant, rencontrèrent 2 prunelles phosphorescentes. « Les loups ne se mangent pas entre eux, mon petit, » murmura le bandit. « Tu n'as pas la mâchoire assez bien endentée pour me mordre. » Et d'un mouvement plus prompt que la pensée, il étreignit la gorge de l'animal avec sa main gauche,
et de la droite ramassant sa navaja, il la lui plongea dans le cœur jusqu'aux manches. Cependant, Agostin, malgré sa victoire, ne jugea pas la place bonne, et il éveilla Chiquita, qui ne témoigna nulle frayeur à la vue du loup mort étendu sur la route. « Il vaut mieux, dit le brigand, gagner au pied. Cette charogne attire les loups, lesquels sont principalement enragés de faim en temps de neige, où ils ne trouvent rien à manger. J'en tuerai bien quelques-uns, comme j'ai fait de celui-ci, mais ils peuvent venir par douzaines, et si je m'endormais, il me serait désagréable de me réveiller dans l'estomac d'une bête carnassière. Moi, croqué, il ne ferait qu'une bouchée de toi, Mauviette, qui a les os tendres. Suce donc, des talons au plus vite. Cette carcasse les occupera. Tu peux marcher à présent, n'est-ce pas ? Oui, répondit Chiquita, qui n'était pas un enfant gâté, élevé dans du coton. Ce court sommeil m'a rendu mes forces. Pauvre Agostin, tu ne seras plus obligé de me porter comme un paquet embarrassant. D'ailleurs, quand mes pieds refuseront le service, ajouta-t-elle, avec une énergie sauvage, coupe-moi le col de ton grand couteau et jette-moi au fossé, je te dirai merci. Le bandit au mannequin et la petite fille s'éloignèrent d'un pas rapide, et au bout de quelques minutes, ils s'étaient perdus dans l'ombre. Rassurés par leur départ, les corbeaux descendirent des arbres voisins, s'abattirent sur la rosse crevée, et commencèrent leur festin charogneux. 2 ou 3 loups arrivèrent bientôt pour prendre leur part de cette franche lipée, sans s'étonner des battements d'ailes, des croassements et de coups de bec de leurs noirs commensaux. En peu de temps, tant ils travaillaient de bon courage, quadrupèdes et volatiles, le cheval, nettoyé jusqu'aux os, apparut aux clartés du matin, à l'état de squelette préparé comme par des chirurgiens vétérinaires. Il n'en restait que la queue et les sabots. Le tyran vint, quand il fit grand jour, avec un garçon de ferme pour chercher le chariot. Il heurta du pied la carcasse du loup, à demi rongée, et vit entre les brancards, sous les harnais, que les crocs ni les becs n'avaient entamé l'anatomie de la pauvre bête. Le sac de jetons répandait sa fausse monnaie sur la route, et la neige montrait soigneusement moulées des empreintes, les unes grandes, les autres petites, qui aboutissaient à la charrette, puis s'en éloignaient. « Il paraît, dit le tyran, que le chariot de Thespis a reçu cette nuit des visites de plus d'un genre. Oh, bienheureux accident, qui nous a forcés d'interrompre notre odyssée comique. Je ne saurais trop te bénir. Grâce à toi, nous avons évité les loups à 2 pieds et à 4 pattes, non moins dangereux, sinon davantage. Quel régal eût été pour eux la chair tendre de ces poulettes, Isabelle et Séraphine, sans compter notre vieille peau coriace. » Pendant que le tyran syllogisait à part lui, le valet de Belombre dégageait le chariot et y attelait le cheval qu'il avait amené, quoique l'animal renâclât de peur à l'aspect terrifiant pour lui du squelette et à l'odeur fauve du loup dont le sang tachait la neige. La charrette fut remisée dans la cour de la ferme sous un hangar. Il n'en manquait rien, et même il s'y trouvait quelque chose de plus. Un petit couteau de ceux qu'on fabrique à Albacete, tombé de la poche de Chiquita pendant son court sommeil, et qui portait sur sa lame aiguë cette menaçante devise en espagnol. Cuando esta víbora pica, no hay remedia en la botica. Cette trouvaille mystérieuse intrigua beaucoup le tyran, et fit tomber en rêverie Isabelle, qui était un peu superstitieuse, et tirait volontiers des présages, bons ou funestes, d'après ces petits incidents inaperçus des autres ou sans valeur à leurs yeux. La jeune femme hablait le castillan, comme toutes les personnes un peu instruites à cette époque, et le sens alarmant de l'inscription ne lui échappait point. Scapin était parti pour le bourg, revêtu de son beau costume zébré de rose et de blanc, sa grande fraise dûment tuyautée et gaudronnée, la toque sur les yeux, la cape au coin de l'épaule, l'air superbe et triomphant. Il marchait repoussant sa caisse du genou, avec un mouvement automatique et rythmé qui sentait fort son soldat. En effet, Scapin l'avait été devant qu'il se fût rendu comédien. Quand il eut gagné la place de l'église, déjà escorté de quelques polissons qu'émerveillait son accoutrement bizarre, il assura sa toque, se piéta, et, attaquant la peau d'âne de ses baguettes, il produisit un roulement si bref, si magistral, si impératif, qu'il eût éveillé les morts aussi bien que la trompette du jugement dernier. Jugez de l'effet qu'il fit sur les vivants. Toutes les fenêtres et les portes s'ouvrirent, comme mues par un même ressort. Des têtes embéguinées s'y montrèrent, plongeant des regards curieusement effarés sur la place. Un second roulement, pétillant comme une mousquetade et grave comme un tonnerre, vida les maisons où ne demeurèrent que les malades, les grabataires et femmes angésines. Au bout de quelques minutes, tout le village réuni formait un large cercle autour de Scapin. Pour mieux fasciner son public, le rusé drôle exécuta sur sa caisse plusieurs batteries et contre-batteries d'une façon si vive, si juste et si dextre, que les baguettes disparaissaient dans la rapidité, quoique les poignées ne semblassent point bouger.
Dès qu'il vit les bouches ouvertes toutes grandes des bons villageois affecter cette forme d'eau qui, d'après les maîtres peintres, en leur cahier de caractère, est la suprême expression de l'étonnement, il arrêta tout d'un coup son vacarme. Puis, après un court silence, il commença d'une voix glapissante, dont il variait fantasquement les intonations, cette harangue emphatique et burlesque. Ce soir, occasion unique, grand spectacle, représentation extraordinaire. Les illustres comédiens de la troupe déambulatoire, dirigée par le sieur Hérode, qui ont eu l'honneur de jouer devant des têtes couronnées et des princes de sang, se trouvant de passage dans ce pays, donneront pour cette fois seulement, car ils sont attendus à Paris où la cour les désire, une pièce merveilleusement amusante et comique intitulée Les rodomontades du capitaine Fracasse. Avec costumes neufs, jeux de scènes inédits et bastonnades réglées, les plus divertissantes du monde. À la fin du spectacle, mademoiselle Séraphine dansera la morisque, augmentée de passe-pieds, tordillons et cabrioles au dernier goût du jour, en s'accompagnant du tambour de basque dont elle joue mieux qu'aucune gitana d'Espagne. Ce sera très plaisant à voir. La représentation aura lieu dans la grange de maître Belombre, disposée à cet effet et abondamment pourvue de banquettes et luminaires. Travaillant plutôt pour la gloire que pour le profit, nous accepterons non seulement l'argent, mais encore les denrées et provisions de bouche en faveur de ceux qui n'auraient pas de monnaie, qu'on se le dise. Ayant terminé son discours, Scapin tambourina si furieusement par manière de péroraison que les vitres de l'église en tremblèrent dans leur réseau de plomb et que plusieurs chiens s'enfuirent en hurlant, plus effrayés que s'ils eussent eu des poêlons d'airain attachés à la queue. À la ferme, les comédiens, aidés par Belombre et ses valets, avaient déjà travaillé. Dans le fond de la grange, des planches posées sur des tonneaux formaient le théâtre. 3 ou 4 bancs empruntés au cabaret remplissaient l'office de banquette. Mais, pour le prix, on ne pouvait exiger qu'elles fussent rembourrées et couvertes de velours. Les araignées filandières s'étaient chargées de décorer le plafond, et les larges rosaces de leurs toiles se suspendaient d'une poutre à l'autre. Quel tapissier fut-il de la cour eût pu produire une teinture plus fine, plus délicate et aériennement élaborée, même en satin de Chine? Ces toiles pendantes ressemblaient à ces bannières armoriées qu'on voit au chapitre des chevaleries et ordres royaux. Spectacle fort noble pour qui eût pu jouir en imaginatif de ce rapprochement. Les bœufs et vaches dont on avait proprement relevé la litière s'étonnaient de ce remue-ménage insolite, et souvent détournaient la tête de leur crèche, jetant de longs regards vers le théâtre où les comédiens s'agitaient, répétant la pièce afin de montrer à Sigognac les entrées et les sorties. « Mes premiers pas sur la scène, dit en riant le baron, ont pour spectateurs des veaux et bêtes à cornes. Il y aurait de quoi humilier mon amour-propre si j'en avais. » « Et ce ne sera pas, répondit Belombre, la dernière fois que vous aurez un tel public. Il y a toujours dans la salle des imbéciles et des maris. Pour un novice, Sigognac ne jouait point trop mal, et l'on sentait qu'il se formerait vite. Il avait la voix bonne, la mémoire sûre, et l'imagination assez lettrée pour ajouter à son rôle ces répliques qui naissent de l'occasion et donnent de la vivacité au jeu. La pantomime le gênait davantage, étant fort entremêlée de coups de bâton, lesquels révoltaient son courage, encore qu'ils ne vinssent que de bourrelets de toile peinte remplis d'étoupes. Ses camarades, sachant sa qualité, le ménageaient autant que possible, et cependant il se courrouçait malgré lui, faisant terribles grimaces, horrifiques froncements de sourcils et regards torves. Puis, se rappelant tout à coup l'esprit de son rôle, il reprenait une physionomie lâche, effarée et subitement couarde. Belombre, qui le regardait avec l'attention perspicace d'un vieux comédien expert et passé maître, lui cria de sa place. « Gardez de corriger en vous ces mouvements qui viennent de nature. Ils sont très bons, et produiront une variété nouvelle de matamore. Quand vous n'éprouverez plus ces bouillons colérés et indignations furieuses, feignez-les par artifice. Fracasse, qui est le personnage que vous avez à créer, car qui marche derrière les autres n'est jamais que le second, voudrait bien être brave. Il aime le courage, les vaillants lui plaisent, et il s'indigne lui-même d'être si poltron. Loin du danger, il ne rêve qu'exploits héroïques, entreprises surhumaines et gigantesques, mais quand vient le péril, son imagination trop vive lui représente la douleur des blessures, le visage camard de la mort, et le cœur lui manque. Il se rebiffe d'abord à l'idée de se laisser battre, et la rage lui enfièle l'estomac, mais le premier coup abat sa résolution. Cette méthode vaut mieux que ces titubations de jambes, écarquilles, mendieux, et autres grimaces plus simiesques qu'humaines, par lesquelles les mauvais comédiens sollicitent le rire du public et perdent l'art. Sigognac suivit les conseils de Belombre, et régla son jeu d'après cette idée, si bien que les acteurs l'applaudirent et lui prophétisèrent un succès. La représentation devait avoir lieu à 4 heures du soir. 1 heure avant, Sigognac revêtit le costume de Matamore que Léonard avait élargi en défaisant les remplis nécessités par les amaigrissements successifs du défunt. En s'introduisant dans cette défroque, le baron se disait qu'il eût été sans doute plus glorieux de se barder de buffle et de fer
comme ses ancêtres, que de se travestir à l'histrione pour représenter un faux brave, lui qui était un véritable vaillant, capable de prouesses et de coups de mains héroïques, mais la fortune adverse le réduisait en ses extrémités fâcheuses, et il n'avait pas d'autre moyen d'existence. Déjà le populaire affluait et s'entassait dans la grange. Quelques lanternes suspendues aux poutrelles, soutenant le toit, jetaient une lumière rougeâtre sur toutes ces têtes brunes, blondes, grisonnantes, parmi lesquelles se détachaient quelques blanches coiffes de femmes. D'autres lanternes avaient été placées en guise de chandelles sur le bord du théâtre, car il fallait prendre garde de mettre le feu à la paille et au foin. La pièce commença et fut attentivement écoutée. Derrière les acteurs, car le fond de la scène n'était pas éclairé, se projetaient de grandes ombres bizarres qui semblaient jouer la pièce en parodie et contrefaire tous leurs mouvements avec des allures disloquées et fantasques. Mais ce détail grotesque ne fut pas remarqué par ces spectateurs naïfs, tout occupés de la fabulation de la comédie et du jeu des personnages, lesquels ils tenaient pour véritables. Quelques vaches, que le tumulte empêchait de dormir, regardaient la scène avec ses grands yeux, dont Thomérus, le poète grégeois, fait une épithète louangeuse à la beauté de Junon, et même un veau, dans un moment plein d'intérêt, poussa un gémissement lamentable qui ne détruisit pas la robuste illusion de ces braves pâteaux, mais qui faillit faire éclater de rire les comédiens sur leurs planches. Le capitaine Fracasse fut applaudi à plusieurs reprises, car il remplissait fort bien son rôle, n'éprouvant pas devant ce public vulgaire l'émotion qu'il eût ressentie, ayant affaire à des spectateurs plus difficiles et plus lettrés. D'ailleurs, il était sûr que, parmi ces manants, nul ne le connaissait. Les autres comédiens aux bons endroits furent vigoureusement claqués par ses mains calleuses, qui ne se ménageaient point, et avec beaucoup d'intelligence, selon Belombre. Séraphine exécuta sa morisque avec une fierté voluptueuse, des poses cambrées et provocantes, entremêlées de sauts pleins de souplesse, de changements de pieds rapides, et d'agréments de toutes sortes, qui eussent fait pâmer d'aise même des personnes de qualité et des courtisans. Elle était charmante surtout lorsque, agitant au-dessus de sa tête son tambour de basque, elle en faisait bruire les plaquettes de cuivre, ou bien encore quand, frottant du pouce la peau brunie, elle en tirait un sourd ronflement avec autant de dextérité qu'une panderera de profession. Cependant, le long des murailles, dans le manoir délabré de Sigognac, les vieux portraits d'ancêtres prenaient des airs plus rébarbatifs et renfrognées que de coutume. Les guerriers poussaient des soupirs qui soulevaient leurs plastrons de fer, et ils hochaient mélancoliquement la tête, les douairières faisaient une moue dédaigneuse sur leurs fraises tuyautées, et se roidissaient dans leur corps de baleine et leurs vertus gadins. Une voix basse, lente, sans timbre, une voix d'ombre s'échappait de leurs lèvres peintes et murmurait. Hélas, le dernier des Sigognac a dérogé. À la cuisine, assis tristement entre Belzébuth et Miraut, qui attachaient sur lui de longs regards interrogateurs, Pierre songeait. Il se disait « Où est maintenant mon pauvre maître ?» Et une larme, essuyée par la langue du vieux chien, coulait sur la joue brune du vieux serviteur.